écoute. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour et bienvenue sur ce plateau de Sud Radio. Gilles Gansman, bonjour. Et bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans les frimas. J'aime bien votre gimmick de et bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Je peux même prendre l'accent, mais comme mon invité qui vient du Sud aussi. Absolument, Julien, de Béziers. De Béziers. Bonjour Julien Belvert. Bonjour. Merci d'être là ce soir sur TMC, ce documentaire que vous réalisez, SIDA, 40 ans de symbole, comment la télévision finalement a accompagné la lutte contre le sida depuis la découverte du virus. Est-ce que vous avez été comme nous avec Gilles, estomaqué de certaines images qu'on a pu diffuser il y a juste 4 décennies ? Oui, absolument. C'est un peu l'objectif de ce prime, de fouiller dans les archives. Et en effet, les images des années 80, les premières images, les premières fois où on parle du sida, on parle de sida comme d'un cancer gay, un cancer qui est réservé aux homosexuels. En effet, on a été assez surpris de revoir ces images qu'on avait tous oubliées en fait. Donc c'était l'idée aussi de ce prime de revenir sur ces moments-là. Et puis, on peut dire que à notre époque, en 2023, il n'y a pas beaucoup de comédiens, de comédiennes, de chanteurs ou de chanteuses françaises qu'on connaît leur séropositivité. Moi, je connais 2-3 noms comme ça, mais il n'y a aucune personnalité qui est venue en disant j'ai le sida ou je suis séropositif, comme l'ont fait certains Américains. On le voit dans votre documentaire, comme le basketteur Magic Johnson. Ah oui, absolument. On parle peu de sa séropositivité, on n'en parle même pas. En effet, il y a peu de stars. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y en a pas. En 2005, il y a Charlotte Valandré, qui est une grande actrice qui fait son coming out de séropositivité. Elle la révèle dans un grand média. Elle en parle notamment avec Thierry Ardisson. C'est l'une des rares actrices, l'une des rares têtes connues à avoir accepté d'en parler. Et à l'époque, elle le fait pour expliquer que être séropositif, c'est ne pas être condamné. Elle le fait aussi pour expliquer qu'on peut être séropositive et avoir un enfant. C'était l'objet de son témoignage à l'époque. Ça veut dire qu'il y a encore une peur pour dire je suis séropositif. Ouais, ou une honte. Oui, une honte et une peur d'être stigmatisé, parce qu'en plus le sida, on n'en parle plus aujourd'hui. C'est une maladie dont les jeunes générations ne parlent plus beaucoup. Il n'y a plus vraiment de campagne d'information du gouvernement sur les modes de transmission, sur comment on peut se soigner, comment on peut vivre avec le virus, comment on peut éviter de le transmettre. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de ce sujet-là. D'où l'intérêt, parce qu'on parlera effectivement, Julien, le doc, mais regardez-le avec vos enfants, vos jeunes ados notamment, parce que le sondage qui est sorti ce matin, on en reparlera dans un instant, est assez effrayant sur la perception du sida par les jeunes générations. On est avec un homme de télé, on va faire le zapping, évidemment. Sud Radio Média, l'instant zapping. Que s'est-il passé ces dernières heures ? Dans l'actualité média, c'est évidemment le rendez-vous qui est devenu quotidien, sans mauvais jeu de mots, de la libération des otages. Je le disais déjà hier, c'est un spectacle. C'est un feuilleton à 19h, on se branche. Et on a toutes les questions. Vont-ils être libérés ? Qui est sur la liste ? Sous les caméras du monde entier, donc, qui n'a pas échappé au Hamas, qui soigne la mise en scène de la libération, comme le racontait hier le talentueux Julien Belvert dans Quotidien. Le Hamas qui met toujours en scène la libération des otages dans des images de plus en plus produites. On y voit par exemple les miliciens du Hamas pousser une otage en fauteuil roulant, donner des bouteilles d'eau à d'autres et toujours les chaleureux au revoir aux terroristes. Dans un contre-champ filmé par la chaîne Al Jazeera, on voit ici les coulisses des projecteurs pour bien éclairer la scène. Ici les caméramans du Hamas et même le drone que l'on voit ici et qui suit les otages jusqu'au véhicule de la Croix-Rouge. Et ils visent à transformer en fait le bourreau en un espèce de travailleur humanitaire. C'est assez stupéfiant. De ce point de vue-là, on peut dire que c'est quand même plutôt une opération réussie pour le Hamas. Et on a vu que vous aviez mangé sur un magnéto, parce qu'il faut dire à nos auditeurs que vous faites le commentaire en direct. Absolument. Donc, faut arriver pile dans le trou. Vous n'avez pas réussi à être pile Exactement. dans le trou. Parfois, on dérape un peu, mais on essaie d'être dans les clous. Mais c'est en direct. Je lis le commentaire en direct. C'est difficile de traiter ce sujet sur la longueur. Pour vous. C'est très difficile, comme le disait Gilles, de se renouveler aussi, puisqu'en effet, tous les jours, les images se ressemblent un peu, notamment sur la libération des otages. Donc, on essaye en effet. On en parlait hier, mais est-ce qu'il y en a trop, cette mise en scène ? La mise en scène faite par le Hamas, la mise en scène, elle existe, elle existera toujours. Il faut juste la
la décrypter, il faut la critiquer, il faut l'analyser. C'est ce qu'on essaye de faire à peu près tous les soirs, de tous les points de vue. Donc par exemple, ce soir, on va notamment, dans le 19h30, revenir sur le traitement par les chaînes arabophones des libérations de Palestiniens par Israël. C'est vrai qu'on le voit pas. On le voit peu. Donc on essaye, tous les soirs, d'apporter un point de vue un peu différent et d'apporter surtout un décryptage pour ne pas se laisser manipuler parfois par les images. Pour parler de Coudiste Média, combien d'images vous recevez, où vous les procurez? Et en fait, il y a des gens qui regardent la télé toute la journée, à quotidien, toutes les images que vous recevez? Moi, j'ai une petite équipe avec qui je travaille. On est 4 à travailler sur le 19h30. Où en effet, on a accès à peu près à toutes les sources possibles et inimaginables en termes d'images. Donc en France, évidemment, ce sont les chaînes d'information, mais on a accès également à toutes les images des agences de presse. Quand on scanne, on appelle ça le dérush, c'est-à-dire que on regarde beaucoup d'heures de programmes et d'infos avant de pouvoir délivrer le soir un espèce de condensé revue de presse qui dure 12 minutes. Hier a démarré le procès de Monique Olivier, la compagne de Michel Fourniret. Alors elle devra s'expliquer sur plusieurs cas, dont le viol et le meurtre de la jeune Johanna Parish. Alors elle s'est fait violer et tuer dans une camionnette. Et qui était au volant? Qui est-ce qui conduisait pendant ce temps-là? C'était Monique. Monique a été au volant. Je rigole comme ça, mais c'est pas du tout drôle parce que le récit sordide a été fait hier dans Ligne Rouge sur BFM. Le couple fait monter la jeune femme dans une camionnette comme celle-ci, utilisée par les Fourniret et saisie par les enquêteurs. Elle montait à bord, elle claquait sa portière derrière elle, et une fois que la portière était fermée, elle ne pouvait plus actionner cette poignée. Johanna Parish est piégée. Monique Olivier reste au volant et assiste à la scène, alors qu'à l'arrière, Michel Fourniret viole et tue la jeune Anglaise. Et donc elle entend tout ce qui se passe à l'arrière de la voiture parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Elle entend Johanna Parish qui veut pas se laisser faire, il veut la déshabiller, elle veut pas, il y a une bagarre. Et elle dit qu'elle ne se retourne pas, mais qu'elle entend tout. Oui, avec Monique Olivier, c'est glaçant et qui a accepté d'être filmée hier à l'ouverture de son procès. Elle n'est pas obligée. C'était assez étonnant. Il y avait d'ailleurs une caméra de quotidien et à la dernière seconde, elle a donné son accord pour être filmée. Elle était assez recroquevillée sur elle-même, les mains un peu tremblantes. Il y avait, une vingtaine ou une trentaine de caméras face à elle. Plus les téléphones. Absolument. On avait d'ailleurs hier soir en plateau une journaliste qui suit l'affaire depuis le début et elle nous disait que cette image-là n'était pas forcément l'image de la vraie Monique Olivier, parce que notamment en cellule, elle n'avait pas du tout ce genre d'attitude recroquevillée sur elle-même. Elle était beaucoup plus expressive avec ses co-détenus notamment. Le mystère Monique Olivier, peut-être le percer. Alors je vais vous rendre service parce que pendant votre chronique, vous ne pouvez pas regarder Touche pas à mon poste, Julien Belvert. Ah non, parce que c'est diffusé au même moment. Mais oui, vous le regrettez. Mais je crois qu'il existe le replay et des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a un truc nouveau qui s'appelle le replay. Alors, pour faire une séance de rattrapage, alors hier, ils s'en sont pas pris à vous, ni à Yann Barthès, ils vous ont foutu la paix. Donc hier, ils s'en ont pris assez à vous. Il y a Patrick Cohen, chacun son petit sac. Hier, ils sont revenus sur le fait que Patrick Cohen aurait minimisé dans un papier le drame de Crépol. Non mais il a fait mieux que minimiser, c'est-à-dire qu'en fait il a dit clairement qu'un des rugbyman, celui qui aurait touché les cheveux, a provoqué le futur assassin. Il serait responsable. Et vous imaginez ce jeune rugbyman qui va se dire, si ça se trouve, je suis responsable de la mort de Thomas, de mon copain. Non mais on marche sur la tête. Quand je l'ai entendu, Patrick Cohen, il était à deux doigts pratiquement de dire que c'est eux qui se sont défendus Ils se sont défendus parce qu'ils étaient chatouillés ou énervés par les rugbyman, etc. Et Patrick Cohen qui dit, ils sont venus s'amuser d'un tombadin. Ils sont venus s'amuser, draguer les filles. Qui va s'amuser avec une lame de 25 cm? Ça vous a énervé, ça, hein, je le sais, cet extrait. Oui, enfin, c'est pas que ça m'a énervé, c'est que simplement peut-être qu'il faut aussi se poser les questions de notre rôle à nous, mais bon, ça c'est autre chose. Ils font leur job aussi. Voilà, mais sur le drame de Crépol, pareil, le traitement médiatique qui est fait aujourd'hui, vous le décryptez tous les soirs. Tous les soirs depuis le début. Depuis le début. Depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tous les soirs, on a essayé de comprendre en fait la mécanique de ce drame qui est au départ un fait divers et qui très vite va se transformer en fait politique. Donc ça passe évidemment par la récupération politique sur comment le gouvernement appréhende ce drame. Au départ, voilà, il le traite un peu de loin et puis il se rend compte assez rapidement que ça dit quelque chose de la société française. Donc nous, tous les soirs dans le quotidien, on essaye de décrypter ça, de raconter un petit peu les coulisses de l'info. Sur l'histoire de Patrick Cohen, vous parliez de Touche pas mon poste, mais c'est pas seulement Touche pas mon poste. Hier, par exemple, la chaîne CNews a passé sa journée à taper sur Patrick Cohen. Et je pense qu'il va encore le faire aujourd'hui. Donc c'est une opération un peu groupée. Ça veut dire que si Quotidien est de gauche, TPMP est de droite ? J'en sais rien, je pense pas qu'on puisse faire ce genre de raccourci, mais sur Patrick Cohen précisément, en tous les cas, il y a une volonté de taper sur lui et pas seulement sur C8. D'accord. Et ça, vous le dénoncez, pour vous, c'est... On le dénonce pas, on le raconte. Hier, je l'ai montré, par exemple, j'ai montré que sur CNews, ils avaient passé leur journée à taper sur notre confrère Patrick Cohen. Pour finir, un peu de musique. Comme vous savez, je finis toujours mon zapping en musique. Mathieu Chédid était en... Quand Valérie n'est pas là. Non, toujours. C'est vrai ? Non, Valérie, je lui évite de mettre des édits de préto, des choses comme ça. Voilà, oui, c'est ça. Mais quand vous êtes là, je mets de la vraie musique. Je peux pas tout le temps mettre des vieux chanteurs. Pour finir, un peu de musique, donc, avec Mathieu Chédid, qu'elle n'aime pas du tout. Ah bon ? Ah non. Ah bah alors là. Il était en live dans cet album. J'adore. On t'embrasse, Valérie. Écoutez son dernier titre qui est Home. Autour de moi, comme dans les contes d'autrefois, viens me rechercher tout bas, auprès de la belle au bois, dormant dans les cheveux latils de ce petit garçon fragile que je suis encore parfois. C'est beau, hein? C'est somptueux. Vous faites de moi, depuis que vous avez des politiques, il y a de moins en moins de live. Ah bah si, tous les vendredis. Quotidien. C'est tous les vendredis. Vous regardez pas l'émission. Tous les vendredis, il y a un j'ai mis live. dit de préto. Vous Tous les voyez. vendredis. Et Mathieu Chédid, si vous n'aimez pas, mais allez le voir en concert. C'est comme ça qu'on apprend Oui, à c'est l'aimer. super, Mathieu Chédid. Absolument. Julien Belvert, vous ne bougez pas, on va se retrouver dans un instant avec vous. On va parler de ce documentaire SIDA 40 ans de symbole. C'est ce soir sur TMC, après Quotidien, où vous êtes aussi avec toute l'équipe de Yann Barthès. Et on y revient juste après ça. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Sud Radio Média. L'invité du jour. Notre invité, c'est Julien Belvert, le journaliste de Quotidien. Ce soir, donc 21h10, TMC Média. SIDA, 40 ans de symbole. La télé en fait-elle encore suffisamment sur le SIDA ? La télé n'en fait plus sur le SIDA. Donc on est très content de proposer ce prime ce soir. Et je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir faire ça en prime sur TMC, juste après Quotidien, parler pendant 1h30 du SIDA sur ces 40 dernières années. C'est une chance que nous offre TF1. Nous, ça fait depuis 2 ans à peu près qu'on va faire ce doc. Ah ouais ? Ouais, ça fait 2 ans qu'on a en tête ce documentaire. Pourquoi ce... Parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'images, beaucoup de symboles qu'on avait oubliés, sur lesquels il fallait absolument revenir, notamment pour les jeunes générations qui n'ont pas connu les années 80, qui n'ont pas connu les années 90 et qui n'ont pas peut-être connu les années 2000. Donc on voulait absolument revenir pour leur parler. On a la chance à Quotidien d'avoir un public jeune, donc si ce public nous suit, il va apprendre beaucoup de choses ce soir. On va écouter la bande-annonce ? Oui, il faut juste rappeler à nos auditeurs que c'était une hécatombe. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient 20, 24 ans, ils se découvraient une tâche qui était le syndrome de Kaposi, qui se découvraient d'autres tâches, et puis à l'hôpital, on voulait pas les soigner, on voulait pas s'approcher d'eux, les familles ne voulaient pas non plus, il y avait leur affaire qui était brûlée quand même, il y avait quand les parents jetaient le petit copain et puis ensuite brûlaient les lits, les affaires de peur d'être contaminés. C'est ça alors, les années SIDA et les vraies années SIDA. Les vraies années SIDA, c'est des gens qui ont rayé des noms et des noms dans leur répertoire. C'était devenu, moi j'ai eu un répertoire, c'était devenu un cimetière, mais un vrai cimetière. Vous tourniez une page et vous dites ah ouais, lui il est mort. Ah, lui c'était mon monteur, parce que j'étais déjà à la télé. Lui il est mort. Ah, ce cadreur-là, il est à l'hôpital. La survie moyenne à l'époque c'était 11 mois.
Et c'est ça, pestiférés. le sida. Et ensuite, en effet, les médicaments ont permis de vivre un petit peu mieux, même si la trithérapie rendait les gens malades. Maintenant, la PrEP et autres sont plus supportables. Mais il faut rappeler quand même, et c'est ça qui est fort dans le document, rappeler ce que c'était quand même. C'était des gens de moins de 20-25 ans qui mouraient simplement parce qu'ils avaient fait l'amour. On va écouter la bande-annonce de ce documentaire SIDA 40 ans de symbole. C'est ce soir sur TMC. Il y a 40 ans, le virus du sida est identifié. The gay plague. La maladie des homosexuels. Une forme de cancer. Les chercheurs américains l'appellent AIDS, les chercheurs français SIDA. Commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Des premiers journaux télévisés où règne la psychose. Ça m'inquiète beaucoup. Jusqu'aux images du premier SIDAction, les médias ont joué un rôle majeur dans la lutte contre le virus. Les séropositifs et les malades ne doivent plus être regardés ou traités comme des pestiférés. Dans ce nouveau numéro du 21h Média, je vous propose de revenir sur les coups d'éclat de l'histoire du sida dans les médias. La voilà, leur lutte contre le sida. On décryptera toutes ces images chocs avec nos témoins. J'ai fait le boulot qui n'est pas le mien. J'ai fait le boulot qui est celui de l'État, en gros. Oui, il y a une présence de Christophe De Chavannes dans le documentaire. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'était ses premières opérations, ses happenings. On pense bien sûr à ce préservatif géant posé sur l'obélisque et ce coup de fil qui est passé par l'organisateur au ministère de la Santé pour dire est-ce qu'on peut le laisser, et en rapport avec les coups laisser parce que c'était la journée mondiale contre absolument. le sida et que c'était un symbole qu'on pouvait garder une journée. Et au rapport de ce qu'on vit aujourd'hui sur des opérations coup de poing, qu'on dise un peu radicales sur le climat, par exemple, des jeunes, on se dit ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On ouvre d'ailleurs là-dessus, sur l'opération d'Act Up à la Concorde. On est en 1993 et donc Act Up a décidé de déployer une énorme capote, une capote géante sur l'obélisque. Elle va le faire au petit matin et c'est la première grosse action d'Act Up. Alors malheureusement, elle va être retirée assez rapidement par le ministère de l'Intérieur. Donc en effet, il y a une espèce de coup de fil. Il y a un coup de fil entre Klaus Welle, président d'Act Up à l'époque, qui appelle le ministère de l'Intérieur et de la Santé pour les engueuler en leur disant qu'ils n'ont absolument rien compris, qu'aujourd'hui la capote est le seul moyen pour se protéger contre le VIH et qu'ils devraient plutôt la laisser quelques jours au lieu de la retirer. Autre image choc également, moi je trouve, c'est cette séquence de télévision avec l'arrivée de Diana dans cet hôpital en Grande-Bretagne. Et la seule question que se posent les médias à l'époque, c'était de savoir si elle allait porter des gants. Ça montre la puissance d'une image dans la lutte. D'une photo. La puissance d'une photo, c'est incroyable. On est en 1987. On avait oublié ça. On avait oublié ça. C'est à peu près 5-6 ans après la découverte du virus. À l'époque, tout le monde dit qu'on peut attraper le virus en touchant son partenaire, seulement en se frottant à lui. Dans certains restaurants, les gens viennent avec leur propre couvert, de peur d'attraper le sida si des cuisiniers seraient séropositifs. Et il y a donc Lady Di, on est en 87, qui va visiter un centre avec des malades, et elle décide de les toucher, de leur toucher la main, de s'adresser à eux sans aucun problème. Il va y avoir des photos qui vont être faites. Ces photos vont se retrouver à la une de toute la presse internationale. Et Lady Di, en un geste, a fait énormément pour la lutte contre le virus. Et puis vous parlez, alors vous auriez pu aussi, le premier artiste un peu avoir parlé du sida, c'est Klaus Nomi, qui est mort du sida et qui a été vraiment un des premiers à le dire. Mais vous allez sur une histoire que moi je connaissais pas, qui est du jeune White, qui est un enfant qui annonce sa séropositivité et qui en parle. Et là, il va être rejeté de partout et les stars vont se mobiliser. Oui, il s'appelle Ryan White et il va faire beaucoup pour la prévention et pour la compréhension du virus. À l'époque, il a 13 ans, on est en 1984, il a été contaminé par une transfusion sanguine parce qu'il est hémophile. Et en fait, c'est le premier cas qui va permettre de prendre conscience aux États-Unis et partout dans le monde qu'on peut attraper le virus sans forcément être gay, qu'on peut attraper le virus sans forcément avoir des relations sexuelles. Bref, que le virus du sida s'attaque à
tous sans distinction d'âge, de sexe et de sexualité. Et puis on voit également cette fameuse image d'Isabelle Adjani qui avait une main sur la joue. Vous savez, on a eu un débat avec quelqu'un d'ici sur le fait est-ce qu'elle a chanté en direct ou pas à la Starac, et comme elle avait le micro comme ça et ses mains autour du micro, ils en ont tout de suite déduit que c'était pour cacher ses lèvres. Donc vous voyez, les époques ne changent pas. Les époques ne changent pas. Les époques ne changent pas. Et là, elle avait la main sur la joue et on a cru qu'elle cachait qu'elle était souffrante. Mais on l'annonçait morte même. Oui, c'était en 1986. Il y avait des rumeurs assez dingues sur Isabelle Adjani, comme quoi elle aurait contracté le virus, comme quoi elle serait séropositive. Certains disaient même qu'elle était déjà à l'hôpital en train de mourir. Et en fait, Isabelle Adjani était en pleine forme à cette période-là, donc elle s'est invitée dans un journal télévisé pour démentir ces rumeurs en expliquant qu'elle n'était pas du tout séropositive, que tout allait bien pour elle. Et en effet, comme vous le disiez, Gilles, lors de cette interview, elle se tient la joue. Voilà, et certains pensent qu'elle se tient la joue pour cacher une tache. Exactement. C'est incroyable. Donc elle dissipe les rumeurs, mais un peu seulement. Alors moi, quand j'ai mis le début du documentaire, j'ai cru que les speakerines étaient revenus sur TMC. Alors très élégant. Ah oui, je faisais Julien Belvert. Ils lui ont mis un petit siège transparent. Vous vous posez avec la petite jambe relevée, un peu comme un guitariste sans guitare. Absolument. Nouvelle formule, Gilles. Je suis content que vous l'ayez remarqué. Oui, j'ai vu cette souci mise en du détail scène. chez Gilles, en général. Non, mais nouvelle formule, pour être sérieux 2 minutes, nouvelle formule parce que, en fait, jusqu'à présent, je présentais sur le grand plateau de Yann. Bon, je me sentais un petit peu seul. Donc là, l'idée, c'était de se servir du nouvel écran qu'on a sur le plateau, qu'il y a un super écran géant, et de faire des lancements beaucoup plus courts, d'aller tout de suite dans l'image. Oui, ça fait 66 minutes, ça fait plus info, en tout cas. Peut-être. En tous les cas, moins de blabla, beaucoup plus d'images. Et c'est pour cette raison qu'on s'est concentré sur une présentation plus sobre. Et là, ce soir, le conducteur est fait pour votre 19h30 média. C'est en cours. Il y a une conférence de rédaction à laquelle je ne peux pas assister, donc les journalistes avec qui je travaille sont en train de parler là avec le rédacteur en chef. De tout ce qui se passe. Ce sujet, en tous les cas, cette panoplie en fait de ce balayage de 40 ans de télévision, vous avez déjà le coup d'après? Vous savez déjà sur quoi vous partez ou pas? On est en train d'y réfléchir avec Emma Elie. Emma Elie, c'est la journaliste qui travaille avec moi sur les 21h médias. C'est elle qui a co-réalisé un travail d'archive incroyable. Qui fait un travail, comme chaque fois, incroyable, et particulièrement sur celui-ci. Moi, je pense que le 21h média le plus réussi, c'est celui sur le sida. Donc, on est très fiers de le présenter ce soir. Ah oui, pour vous, ça vous tenait à cœur aussi, personnellement? Ça me tenait à cœur, à la rédaction, à Emma, à moi. C'était un sujet qui nous passionnait, qui nous intéressait. Donc, on est très contents d'avoir pu le faire. Et le prochain numéro, il y en aura d'autres. Il y aura probablement 2 numéros 21h média en 2024, enfin sur la première partie de la saison. On a des idées, mais on n'a pas encore tranché. Et puis aussi, vous finissez sur le fait que le sida se poursuit, que les morts dans d'autres pays qui n'ont pas forcément accès à tous les médicaments, au traitement. Absolument. Vous avez un des candidats de Drag Race qui habite au Mexico Esteban. Et qui explique bien que le Mexique, c'est pas la France. Faut dire qu'en France, on peut aller se dépister très vite. On a une chance inouïe en France. En pharmacie, il y a des autotests qui coûtent 25 €. Exactement, on a une chance. La PrEP, c'est remboursé, les médicaments sont remboursés. Mais je vais vous doucher votre optimisme parce que le sondage qui est sorti ce matin du SIDAction auprès des jeunes, 37% des 18-25 ans pensent qu'il existe un vaccin pour empêcher la transmission, que ça ne touche que les personnes homosexuelles ou toxicomanes à 21%, et 20% des jeunes que le virus ne circule véritablement que sur le continent africain. Voilà, il reste du boulot, et je pense que les autorités publiques devraient s'alerter en voyant ces chiffres et redémarrer la pédagogie, redémarrer des campagnes d'information. Vous pensez que ça y est, que c'était derrière, ou parce qu'on a du mal avec ce virus? N'en parle plus. Parce qu'on n'en parle plus, et notamment, il existe en effet des traitements pour, si on attrape le virus, pour vivre bien avec le virus, il existe des traitements, mais il existe aussi des traitements pour ne pas attraper le virus. Aujourd'hui, vous en parliez, Gilles, la PrEP, c'est un médicament qu'on peut prendre avant une relation sexuelle, qui vous protège autant, voire mieux que le préservatif, et ça, les jeunes générations ne le savent absolument pas. Julien Belvert, merci beaucoup d'être venu nous voir avec Gilles ici sur le plateau de Sud Radio. Regardez ce soir, c'est vraiment formidable. Nouveau studio, donc c'est
ce soir, 21h10, TMC, Sida, 40 ans de symbole, et puis c'est en replay aussi, donc si vous n'êtes pas là ce soir devant votre poste, il y a la télé à la demande, il faut regarder. Très bien fait. Dans un instant, on change complètement d'univers, on va parler de la gagnante de l'Eurovision Junior, puisqu'on la reçoit, c'est Zoé Closure qui sera là avec la responsable des divertissements sur France 2. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gans sur Intermarché.com. Sud Radio, le supplément média. Et c'est un vent de fraîcheur qui vient d'arriver dans ce studio. C'est sympa pour Julien Belvert. Non, mais quand je dis un vent de fraîcheur, parce que Zoé Closure, vous n'êtes pas obligé de me saboter mon lancement. Zoé, qui est la gagnante de l'Eurovision Junior. C'est pas souvent qu'on a des ados dans ce studio. Non, c'est vrai. Bravo Zoé. Merci. Félicitations. C'est un rayon de soleil. Merci beaucoup. Comment ça se passe, la redescente sur Terre, là? Alors, c'est un peu compliqué de retomber un peu après tous ces médias, toute cette exposition. Mais on tient le coup avec maman. On est prêt. Alors, on va te faire revivre un moment. Il est à peu près 17h30, 17h45 en France, quand les téléspectateurs de France 2 ont entendu ça. France. Receive 92 points. The winner is France. Sorry, this is unbelievable. Wow. Et c'est Zoé Closure, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2023 avec sa chanson Cœur. Congratulations, Zoé. What a night. Zoé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il se passe quoi à ce moment-là dans ta tête? Ah bah c'est tout se chamboule, tout se confond, et c'est surtout une immense joie qui vraiment me fait pleurer à flot. Enfin les larmes elles coulent toutes seules, et puis on s'est pris dans les bras avec Alexandra. On était tellement contente de gagner en France. En plus c'était double objectif, donc c'était incroyable, vraiment. Alors Alexandra, vous êtes la magicienne de l'Eurovision Junior, mais c'est vrai, vous avez un talent. Faut signaler les choses, c'est-à-dire que vous vous battez. Beaucoup de gens parfois dans le métier ou dans le milieu se moquent en disant Alexandra, l'Eurovision. Bah ouais, mais à chaque fois ça marche et à chaque fois vous gagnez. Moi c'est trop gentil. C'est très touchant. Non, mais c'est la vérité. Quand vous avez un Cyril Hanouna qui dit elle ne pense qu'à l'Eurovision et pas au divertissement, il y a un moment, il faut remettre les choses en place. Oh, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'Eurovision, c'est une aventure très différente de tout le reste. C'est une aventure, en plus, l'Eurovision Junior, en étant moi maman, c'est vrai que je les porte un peu comme mes enfants. Et je suis aussi touchée par tout le talent qu'ils ont. Je pense que c'est depuis le moment où on les choisit jusqu'au moment où on les amène sur scène. C'est vrai qu'il y a un investissement à 300%. On ne fait pas une aventure comme ça si on la fait à moitié. C'est impossible. C'est quoi le travail en amont ? En termes de volume pour tous ces enfants? C'est un travail qui dure presque 9 mois. C'est un travail où on crée la chanson, on travaille la chanson, on travaille l'univers autour de la chanson, on les prépare aussi psychologiquement. Donc en vrai, c'est un travail de chaque seconde. Je dis souvent que le diable s'habille dans le détail à l'Eurovision. En tout cas, c'est moi ma manière de gérer les talents. Et c'est vrai qu'on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais parce qu'il y a des moments il y a des up et des down. Il y a des moments où c'est plus dur. Il y a des moments où on est en force. On a eu plein d'échanges avec Zoé super intéressants. Zoé, elle est extraordinaire parce qu'elle est consciente. Elle est pleinement consciente de ce qu'elle vit. Elle est pleinement consciente de ses objectifs. Mais est-ce que tu restes un enfant? Oh oui. Est-ce que tu fais des bêtises? Oh oui, je confirme. Elle fait tout ce qu'il faut. Elle a tous les bons ingrédients pour être un enfant. Et Zoé, qu'est-ce que ça t'apporte, la musique, le chant? Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'a
Enfin, par exemple, dans les périodes compliquées, comme dans le harcèlement scolaire, ça m'a énormément aidée. J'écoutais tous les jours, chaque minute, de la musique et ça me... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me consolait tout le temps près de moi. Donc c'est hyper important dans ma vie de tous les jours, la musique. Et grâce à elle, je remplis plein de cases qui étaient vides dans moi. Et ceux qui te harcelaient, ils doivent penser quoi aujourd'hui ? Ah, je sais pas. Et tu t'en fiches ? C'est une belle vengeance quand même. C'est une belle vengeance. Moi, je ne te parlerai pas de vengeance. Je pense que c'est une belle victoire. Voilà. Je pense que la victoire, elle est extraordinaire. Et ce qu'elle dit, elle disait là-bas à Nice sur ses interviews, c'est une victoire contre ce mal. C'est la victoire de Zoé, mais c'est la victoire aussi contre le harcèlement scolaire. Comment vous avez choisi Zoé ? Vous l'avez vu parce que vous avez fait The Voice aussi. Et comment c'est par rapport à The Voice ou c'est autre ? Non, ça fait partie. En tant que directrice des divertissements et des jeux, je suis tous les talents. C'est mon métier de regarder ce qui se passe, d'analyser, d'observer. Ça faisait pas mal de temps que Zoé, je la voyais. Radar. Et je pense que c'est aussi notre métier, c'est d'être intuitif sur le bon moment. Quand est-ce qu'elle est prête ? Parce que l'Eurovision, c'est l'Eurovision, c'est un énorme barnum qu'il faut porter psychologiquement, il y a des moments où on subit, il y a des moments où c'est plus facile, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai sentie prête à ce moment-là. Et notre échange, en plus, autour de cette chanson, du message qu'elle a envie de faire passer, je trouvais que c'était le bon moment pour raconter cette histoire. Ça veut dire aussi qu'il va falloir organiser l'édition prochaine ? C'est en réflexion. Je sais qu'il y en a plein. Je crois on l'a organisé 2 fois. Stéphane Sidbon-Gomez disait justement à Nice que je pense qu'il faut qu'on se pose. C'est magnifique de l'avoir organisé 2 fois. Est-ce qu'on va l'organiser une 3e fois ou pas ? Vous laisseriez passer votre tour pour que ça soit un autre pays ? Je pense qu'aujourd'hui, autant les 2 premières fois on l'a dit tout de suite, autant je pense que c'est intéressant de réfléchir, de se poser. Il y a aussi l'Eurovision de mai qui est pour nous un objectif fort avec Slimane. Donc il y a plein de choses on a besoin de se poser avec Stéphane, Delphine et les équipes pour savoir où est-ce que l'on va. Puis l'Espagne, c'est pas mal, s'ils prennent le 2e. Non mais formidable, l'Espagne c'est pas mal. Hein. Je pense que ce qui est fort dans l'Eurovision, c'est l'échange de nos cultures. Oui. C'est aussi ce qui fait la richesse, que quand on va dans un pays, on raconte une nouvelle histoire. Donc je pense qu'il faut aussi prendre un peu de temps. C'est mieux que gagner en Espagne que gagner une 3e fois en France. Parce que votre objectif, c'est encore de gagner, j'imagine. De toute façon, quand on concourt, je pense que si on n'a pas l'objectif de gagner, il ne faut pas concourir. Alors, il y a une polémique sans avoir une polémique, mais je la sens venir. Alors, du coup, je pose ma question aux médias. C'est vrai que lorsqu'il y a eu les points dans les pays, ce n'était pas en direct des pays, mais c'était des gens qui étaient présents sur le plateau, qui ouvraient une enveloppe. Pour quelle raison ? C'est très simple, c'est qu'en fait, on fait venir toujours Oui, bien sûr, exactement. On les fait venir toujours. En fait, ce qu'il faut. Satellite comme non, ce qui est intéressant, c'est de vivre l'aventure pleinement. Les spokespersons, comme on dit, ils viennent vivre l'aventure avec nous. C'est souvent en plus des anciens candidats. Là, c'était Enzo. C'est quand on appelle les pays. Oui. Quand on appelle les pays pour qu'ils donnent leur point, d'habitude, c'est un lien satellite de chaque pays. Et là, sur scène, les gens, certains, sur Twitter, ont été surpris parce que les gens étaient sur scène avec le fond. Avec une enveloppe, on s'est dit non, au contraire, c'est ça qui fait aussi toute la richesse. On se rend pas compte derrière le concours, la famille Eurovision que c'est. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort. C'est Enzo qui a donné les points pour la France. Oui. On a une délégation de l'UR qui est là, présente non-stop, qui est là pendant toutes les répétitions et qui sont surtout caution de ces enveloppes. Et qu'est-ce qu'elle va venir maintenant, mademoiselle Zoé ? Qu'est-ce qui va se passer ? Retour aux affaires courantes, comme on dit ? L'école, tout ça, ou non ? Alors oui, je vais retourner à l'école, je vais retourner dans ma vie normale. Ça te fait peur de voir tes camarades pas qui du t'ont tout. vu ou pas ? Non, vraiment pas. T'as gagné en confiance et tout avec ça. Ouais, parce que en fait aujourd'hui je suis dans une école spécialisée pour les artistes et les sportifs. Donc on est tous on sait un peu tout ce que c'est être sous les feux des projecteurs. Et, c'est quelle école ? C'est une école dans Paris. Ouais. Et donc. Elle veut s'inscrire, c'est bon. Non, mais c'est bien de pouvoir faire. On appelle ça un double projet en fait. Ouais. Mais c'est plutôt la chanson, la musique. Moi, je fais de la musique, ouais. Oui, mais ta vie, ça sera ça ? Je sais pas. On verra.
C'est quoi ton autre passion, si jamais Bah moi le chant, plan le B. piano et j'aime bien. Je découvre la vie, on verra ce que. Et puis comme Alexandra Redamiel est fidèle, pour ceux qui l'ont remarqué, il y avait un des participants de Prodige qui était également un de tes danseurs. Ça aussi, vous aimez bien suivre vos... Ah, nous, c'est une grande famille. Et puis, nos talents, on les suit. C'est au contraire, c'est ça qui est formidable. C'est 10 ans. C'est 10 ans, exactement, qu'on fêtera donc au mois de décembre. Donc ouais, la famille Eurovision et la famille France Télévisions avec Timéo qui était dans les danseurs et qui a remporté Prodige Pop. Ouais. Eh ben, on peut écouter un peu ta chanson. On va te laisser le micro ouvert. Si tu veux chanter ça sort tout seul. Lui. Déjà Mais oui. Quand je chante aïe 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 aïe, je veux que le monde entier nous voit exister. Quand je chante aïe 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 aïe, toi ya, c'est comme si, comme ça ya. Bah bravo. Tu pourras dire à tes copines que t'as chanté le matin en direct. Hier, Vincent Niclot, il a refusé. Donc tu vois, certains artistes refusent. Et surtout, c'est un rayon de soleil. Ah, Ça s'illumine. Elle est lumineuse. Quand elle se met à chanter, Zoé, on te félicite. Bravo. Merci. Belle carrière à toi. Le prochain, ça va être l'Eurovision. On va gagner. Ouais. Ah bah, c'est ce que je vous disais, Gilles. Parce que là, Slimane, c'est un enjeu. Hein, parce que là, vous nous amenez quelqu'un de très connu. Allez pas nous flinguer une star française. Hein. Non, l'idée justement, c'est de construire quelque chose de solide et d'aller faire une belle campagne européenne. Quand on part concourir, on part avec un objectif, c'est celui d'aller le plus loin possible. Donc, j'ai envie de dire, on continue. Merci à toutes les deux, Alexandra Redamiel et Zoé Clossure. Bravo, félicitations. Ouais, bravo, vraiment. Bravo. Merci. On te souhaite que le meilleur. Hein, je ne sais pas quoi, mais que le meilleur en tous les cas. Allez, dans un instant, si vous le voulez bien, on va ouvrir les débats d'actualité avec nos 4 débatteurs et on va tenter de se mettre d'accord avec les sujets du jour. Belle journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Gérald Darmanin, vous regrettez d'avoir dit que Karim Benzema était en lien notoire avec les frères musulmans? Je ne regrette pas de constater qu'il y a malheureusement des influenceurs importants, que je respecte en tant que sportif ou en tant que chanteur, qui malheureusement ne sont pas capables de faire un tweet pour dire qu'un policier... Vous avez dit. Il est en lien notoire avec les frères musulmans. Il y a un système radical qui s'exprime de manière générale parmi les influenceurs. Je pense que c'est naïf de ne pas le voir et c'est naïf de ne pas le dénoncer. Sud Radio, parlons vrai.